Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau journal sur RTI 1. En voici tout de suite les titres. Les investisseurs étrangers dans le domaine de l'exploitation minière et dans le secteur des infrastructures ont rencontré hier le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Ils sont allés lui faire le point de leur présence dans le pays. Le scrutin sénatorial se tient le 24 mars prochain. La commission électorale indépendante CEI a ouvert ce matin la phase de dépôt des candidatures. Elle va durer 15 jours et les dossiers reçus seront ensuite analysés par la commission. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam, ouverte en 2015, enregistre de nombreux accidents, notamment aux deux ronds-points d'Anani et de Mossou. Les causes de ces accidents récurrents dans ce journal. Et puis 414 millions d'euros, soit plus de 270 milliards de francs CFA, ont été mobilisés à Bruxelles ce matin lors de la conférence donateur de la Commission européenne pour le G5 Sahel. Bonsoir à tous. Le Premier ministre a reçu hier jeudi 2 délégations de chefs d'entreprise étrangers. La société minière Rangold Ressources, exploitante de la mine d'or de Tongon à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, et une délégation portugaise qui œuvre dans le secteur des infrastructures. Jean-Luc Bangbo. La série des audiences a été ouverte par la société Rangold Ressources, conduite par son président directeur général, Mark Bristow. Rangold Ressources est la société qui exploite la mine d'or de Tongon, située dans le département de Mbengue, au nord de la Côte d'Ivoire. Au menu des échanges avec le Premier ministre, le bilan des activités de la société, mais également ses projets d'investissement. So we've invested more than $700 million. You might want to put that in. Le plus gros projet sur lequel nous avons investi en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la mine d'or de Tongon, qui représente un investissement de plus de 300 milliards de francs CFA. Et cet investissement, lorsque vous regardez la durée de vie de la mine, il nous reste aujourd'hui à peu près 4 à 6 ans encore en exploitation. Donc ce qui est important pour nous, dans nos perspectives, c'est de commencer à réfléchir à l'après-Tongon. Au total, Rangold Resources a contribué depuis la création de la mine d'or de Tongon à plus de 500 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Le Premier ministre a également reçu une délégation de Mota Engil, une entreprise portugaise de bâtiments et travaux publics spécialisée dans la construction d'infrastructures et génie civil. Le Premier ministre a évoqué avec ses hôtes l'état d'avancement des projets dont le groupe est porteur en Côte d'Ivoire. Vos chiffres de croissance ne laissent personne mentir. Vous avez beaucoup d'avenir et nous voulons partager avec vous des projets d'avenir. L'entreprise qui est déjà implantée dans 14 pays en Afrique entend faire de la Côte d'Ivoire un des principaux pôles de son développement sur le continent. Aujourd'hui, vendredi 23 février, la commission électorale indépendante CEI a ouvert ses portes pour le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des sénateurs. Les agents récepteurs sont bien présents, mais aucune candidature n'a été enregistrée aujourd'hui. Sidonie Davila. La commission électorale indépendante CEI a ouvert ses portes ce vendredi depuis 8h30 pour le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection sénatoriale. Sur les lieux, aucune candidature enregistrée en cette journée. Les agents récepteurs sont eux présents et prêts à accueillir les candidats. Pour la circonstance, 6 boxes de réception reparties selon les 31 régions ont été installées au sein de la CEI. L'élection sénatoriale est prévue le 24 mars 2018. En plus de cette date des élections sénatoriales, le Conseil des ministres du 14 février dernier a défini les contours du scrutin. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Chaque région sera représentée par 2 sénateurs. Mais qui est le sénateur et quel est son rôle au Sénat? Gabriel Zani. C'est une première en Côte d'Ivoire. Les élections sénatoriales sont très attendues. Dans une ordonnance prise récemment au Conseil des ministres par le chef de l'État, ces élections auront lieu le 24 mars 2018. Mais en fait, qui est le sénateur? Qui l'élit? Et que fait-il exactement? Autant de questions qui s'entremêlent depuis l'annonce de la tenue des élections. Un sénateur est un élu qui participe au travail législatif et au contrôle du gouvernement. Les sénateurs sont élus pour 5 ans au suffrage universel indirect, le vote étant ouvert aux députés, conseils régionaux, conseillers municipaux et non à la population.
Cela dit, une partie des sénateurs sera élue par les députés actuels ainsi que les conseils municipaux et régionaux et de districts en exercice. Après cette élection, le président de la République désignera le tiers des membres du Sénat, soit 33 personnalités, ce qui équivaut à une personnalité par région et par district. Conséquemment, il y aura 33 sénateurs désignés par le chef de l'État et 66 élus par les élus locaux, car selon l'ordonnance, chaque région ou district est représentée par 2 sénateurs. Conformément aux dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat des sénateurs prend fin en 2020. Les sénateurs vont assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Pour ce scrutin du 24 mars, le stylo à encre indélébile remplace l'encre indélébile au cours du vote. C'est l'information majeure qui ressort de la rencontre entre le corps préfectoral, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la commission électorale indépendante. Michel Digré. Pour les premières sénatoriales en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante et le ministère de l'Intérieur ne souhaitent pas rater l'organisation de ce scrutin. Une rencontre est initiée avec le corps préfectoral et c'est le ministre Sidiki Diakité qui plante le décor de la séance de travail. Nous avons souhaité pouvoir vous rencontrer, vos circonscriptions ayant été choisies comme par justement le texte de cette ordonnance pour servir de lieu de vote et abriter les différents bureaux de vote. Des innovations sont annoncées pour ce scrutin particulier avec un corps électoral composé uniquement de députés, de conseillers régionaux et municipaux. Quand l'électeur se présente, il y a une vérification des mains de l'électeur pour s'assurer qu'il n'y a pas déjà d'encre ou indélébile sur un de ses doigts. Puisque l'électeur est marqué chaque fois qu'il vote. Nous le faisions dans le passé avec l'encre indélébile. Nous allons innover cette fois-ci avec un stylo indélébile. Des modifications sont également signalées sur les bulletins de vote. Alors, sur les bulletins de vote, dans le passé, vous avez des hologrammes. Nous avons supprimé l'hologramme et le secrétaire qui remet le bulletin à l'électeur doit signer à un emplacement réservé à cet effet. Le président de la commission électorale indépendante donne les enjeux de ce scrutin. Le véritable défi qui est lancé à la commission électorale est bien entendu de réussir à organiser ce scrutin dans le respect des normes de fiabilité, de transparence et d'équité. Que le verdict proclamé soit conforme à la volonté du peuple exprimée dans les urnes et que tout cela se passe partout dans un environnement apaisé. Un scrutin dans un environnement apaisé, c'est la mission confiée à l'ensemble du corps préfectoral qui s'est engagé à jouer sa partition pour la réussite de ces élections. Voilà pour le chapitre sur les élections sénatoriales. Pendant 15 jours à compter d'aujourd'hui, donc, c'est la phase de dépôt des dossiers de candidature. Parlons agriculture avec la deuxième édition des Journées nationales des exportateurs de cajou ce vendredi. Plus de 1000 participants nationaux et internationaux prennent part à l'événement. Il s'agit essentiellement d'identifier les problèmes liés à la commercialisation de la noix de cajou et de proposer des solutions afin d'améliorer la qualité du produit. Jean-Luc Mangbo. La Côte d'Ivoire, plus que jamais, la plaque tournante du commerce mondial de noix de cajou. Un statut qui se renforce avec la tenue de ces journées nationales des exportateurs de cette spéculation, événement par lequel ces acteurs entendent apporter leur contribution à l'industrialisation de la filière cajou. Compte tenu des défis énormes liés à cette volonté d'industrialisation, il serait souhaitable d'en faire une politique plus inclusive, en faveur des exportateurs, en encourageant les efforts de reconversion des uns et la volonté de polyvalence des autres. La transformation locale de la noix de cajou, l'un des principaux défis que souhaite relever le gouvernement ivoirien. Des nouvelles dispositions ont ainsi été prises pour renforcer la capacité des unités de transformation. Le gouvernement a décidé d'offrir une prime à la transformation de 400 francs sur chaque kilo d'amandes produit. Cela a coûté à nos caisses
3 milliards de francs CFA en 2016. Le gouvernement a par ailleurs décidé d'impliquer davantage les exportateurs dans cette politique d'accroissement de la transformation, en réservant aux industries locales 15% des volumes à exporter. Des mesures que saluent les participants à cette rencontre. L'objectif du pays, justement, c'est de pouvoir valoriser toute la chaîne de valeur sur place. Et nous disons qu'on ne va pas continuer à développer ailleurs. Notre présence ici, justement, leur expliquer les atouts de ce qu'il faut pas rester exportateur, qu'il faut être industriel. Je suis venu m'inspirer de ce bel exemple ivoirien dans la filière cajou pour pouvoir répliquer cela dans mon pays, la Guinée, et aider la jeunesse en quelque sorte à s'en sortir. Sur les 700 000 tonnes de noix de cajou produites par la Côte d'Ivoire en 2017, seulement 44 600 tonnes ont été transformées, soit un peu plus de 6%. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvre sa 55e édition demain samedi. L'agriculture ivoirienne y prend part pour la 7e fois depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. Que gagnent les acteurs de la filière agricole après ces 7 années de présence au Salon de Paris? Des réponses avec Noël Niayo. Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles, la vitrine de l'agriculture française. La 55e édition s'ouvre le 24 février prochain. La participation de la Côte d'Ivoire, une tradition. Tous les ans, l'agriculture ivoirienne, dans sa diversité, est présente. L'agriculture ivoirienne, sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, est à sa 7e participation. Qu'a gagné la Côte d'Ivoire en cette participation? Nous avons trouvé la réponse à travers 2 spéculations. La culture du palmier à huile. Une campagne de dénigrement menace l'avenir de la filière. Nous avons été soumis à des dénigrements sur l'image de l'huile de palme il y a de cela quelques années, et donc nous avions besoin de communiquer. L'autre spéculation, le karité. Une activité informelle en passe de devenir formelle. Après le Forum international sur le karité d'Abidjan de 2014 et le plaidoyer du premier responsable du karité au plan mondial. My message is that we would like the government vivement que le gouvernement s'implique pour le développement de la filière karité en Côte d'Ivoire, qui pourra effectivement amener beaucoup de ressources aux femmes et aux enfants et ainsi donc développer les niveaux de la vie. Fort de ses plaidoyers, Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a offert une opportunité à Kati Karité de la Bagoué pour son originalité. C'est les plantes associées qui en font la valeur ajoutée. La réaction du marché est porteuse d'espoir. C'est la reconnaissance du produit à l'international. Non seulement partout dans le monde et puis même dans la sous-région, j'en ai tiré des collaborations avec d'autres dames qui font à peu près la même chose dans la sous-région. Mais mes meilleurs clients, c'est les Européennes. Au départ, je prenais le beurre de karité par 2 tonnes maxi avec les productrices là que je transformais. Bon, maintenant, quand j'arrive à évacuer, j'en prends encore. C'est-à-dire que c'est le délai de renouvellement qui est devenu beaucoup plus rapide. Parce que je ne fais pas pour garder. J'ai multiplié au moins par 3 ce que je faisais au début. Cet espoir a fait naître un enseignement aux promoteurs de Kati Karité. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que les mêmes n'y aillent pas toujours. Moi, je suis allée en 2016. L'année passée, il y en a d'autres qui sont partis et puis... il faut faire une sorte de roulement. Si le combat est gagné au niveau du karité, il n'en est pas de même pour l'huile de palme. À ce niveau, la bataille est encore entière. Le dénigrement continue, mais il s'agit d'une activité permanente. Il faut à chaque fois communiquer sur ce que nous avons comme atout, sur les actions que nous menons pour justement apporter la contradiction à tout ce qui dénigre l'huile de palme. C'est une communication permanente. Au total, s'agissant de ces 2 spéculations, le marché est porteur. C'est pourquoi il importe donc de poursuivre les investissements dans ces secteurs afin de faire le bonheur des paysans ivoiriens. Depuis l'ouverture en 2015 de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, il n'y a pas que des heureux. De nombreux accidents sont enregistrés au rond-point d'Anani et de Mossou. Quelles sont les causes des accidents sur ces 2 points précis? Que faire pour y mettre fin? Franck Quadio. Autoroute Abidjan-Grand Bassam. À 100 mètres du carrefour Anani, un panneau de signalisation indique clairement qu'il y a un rond-point. Et à 50 mètres devant, un autre panneau vous dit « Vous n'avez pas la priorité au carrefour giratoire ». Malgré l'existence de ces panneaux,
que d'accidents à ce rond-point. Il ne se passe pas de jour sans que des personnes le laissent ici, leur vie. Généralement, l'accident se produit plus tard 20h, les 20h, 21h, plus tard la nuit, quoi. On vient trouver le matin qu'il y a un accident ici. Mais la journée aussi, ça se fait, ça se passe, mais la journée, c'est rare. C'est rare la journée. Depuis l'année a commencé, bon, comme on n'a pas compté, on n'a pas pris le nouveau, mais quand même, c'est beaucoup. Parce que déjà, il faut voir dans une semaine déjà, il y a au moins 2-3 accidents. Les plus grandes victimes sont celles qui ne connaissent pas cette voie et aussi les personnes qui conduisent à vive allure, souvent sous l'effet de l'alcool. Tenez, ce véhicule fait partie des victimes de ce rond-point. Des témoins nous informent que le conducteur serait décédé. Et à voir l'état du véhicule, il n'y a aucun doute, l'accident a été dramatique. Mais il n'y a pas que les automobilistes qui sont en danger par ici. Certaines habitations étant situées non loin du rond-point, beaucoup reçoivent la visite d'automobilistes imprudents. Voilà ma maison qui est là. À cause de l'accident qui se produit ici, là, un gros camion est tourné à minuit, il est venu rentrer ici. Nous, la grâce de Dieu que personne n'est blessé. Et à cause de ça, on a eu à déménager. Donc là, c'est pas facile. Il y a une voiture qui faisait le tour du rond-point. Lorsque la voiture a fait le tour, je ne sais pas si il n'a pas su qu'il y avait un rond-point. Et du coup, il était tellement plein qu'il n'a pas pu freiner. Donc, il est rentré dans la maison. Dieu merci, il n'y avait personne dans la maison. Le désarroi des habitants est encore plus grand lorsqu'ils doivent débourser de l'argent pour réhabiliter leurs biens. Quand les voitures entrent dans la maison, on essaie de négocier avec les propriétaires des véhicules. Eux disent non, ils sont déjà assurés, qu'on doit poursuivre l'assurance. Mais on ne peut pas, on n'a pas l'argent pour poursuivre ça, aujourd'hui ça va sortir. Donc la maison peut rester comme ça. Donc nous-mêmes on fait notre effort, de prendre nos petits jetons, on peut pas donner à notre enfant, payer les briques encore pour refaire ça. À l'ouverture de l'autoroute, il n'y avait que du sable au milieu de ce rond-point. Et au vu des nombreux accidents enregistrés par ici, des balises de sécurité en aluminium solide ont été installées. Ce qui n'a pas freiné les accidents, mais bien au contraire, occasionné de nombreux décès. Aujourd'hui, c'est encore pire avec les bétons qui sont venus s'ajouter aux balises de sécurité totalement saccagées par endroits. Ça va, je ne sais pas de quoi ça sert. Et puis, vous mettez les choses, les gens mettent les choses comme ça pour rentrer, pour tuer les pauvres femmes, les pauvres gens. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. Ce que moi, je vois à la rentrée d'Abidjan, elle a fait 12 dames. Moi 4, mais 3. Avant de venir au rond-point, avec 2 dames. À la sortie, avec 2 dames aussi. Ça a vidé la Sénat. Je pense que la solution, ce n'est pas de bétonner la chose, le rond-point. C'est plutôt de faire des ralentisseurs, faire en sorte que quand les voitures arrivent, elles sont obligées de ralentir. Des bandes rigueuses pour contraindre les automobilistes à ralentir, une solution que proposent automobilistes et habitants du quartier. Selon eux, depuis l'ouverture de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam en 2015, plus de 300 accidents avec mort d'homme ont été enregistrés à ce seul rond-point. Mais il n'y a pas que le rond-point d'Anani, celui de Moossou, à l'autre bout de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 15 km, enregistre également de nombreux accidents. Au cours de notre reportage à ce rond-point, un car de transport en commun avait déjà terminé sa course dans le décor et sa position actuelle peut même provoquer d'autres accidents à cause du béton qu'il a trimballé dans sa chute. Rond-point d'Anani et de Moossou, ces aménagements particuliers pour réguler la conduite automobile sont devenus de véritables carrefours de la mort, malgré l'éclairage qui existe sur le long de l'autoroute jusqu'à ces endroits. Rendons-nous maintenant à 40 km de Gagnoa. Galebré a récemment été érigé en chef-lieu de sous-préfecture et dispose d'importantes infrastructures de développement, notamment des établissements secondaires publics et privés. Mais ce n'est pas la joie pour les jeunes élèves qui s'y retrouvent pour poursuivre leur scolarité. C'est au quotidien qu'ils rencontrent des difficultés et pas des moindres. Mamadou Kwasi. Galebré, une sous-préfecture située à 40 km de Gagnoa, sur l'axe Gagnoa-Yabayo. Depuis 2 ans, un collège de proximité y est ouvert. Mais, que de difficultés pour ces élèves. Assis dans le noir, Jean Jaurès et son frère révisent leurs cours à l'aide d'une torche. Leur habitation ne dispose pas d'électricité et le seul lampadaire qui leur permettait d'étudier à la tombée de la nuit est défaillant depuis des mois. Comme on ne peut pas étudier sans le courant, nous ne pouvons pas nous introduire à l'école. J'ai eu 9 de moyenne en premier trimestre. Je n'ai pas de roman.
on nous donne des exercices. Arrivé parfois même en classe, quand il ne fait pas ces exercices, on me donne 0. Nos parents sont au village, ils n'ont pas de moyens pour acheter aussi nos livres. Jean Jaurès et son frère viennent d'un village de la sous-préfecture de Galébré. Ils louent une maison précaire au prix de 2000 francs CFA au quartier Zamamboko. Mais Jean Jaurès et son frère enregistrent déjà 5 mois d'arriérés de loyer. Visitons leur dortoir, mais évitez de lui donner un qualificatif. À quelques pas de là, Wilfried, 14 ans. Il est à la cuisine, une cuisine de fortune en plein air dans le noir. Au menu ce soir, du riz aux haricots. Il est l'aîné d'un groupe d'enfants de la même condition de vie que Jean Jaurès. Nous avons préparé haricots, mélangé riz. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons eu pour préparer. C'est pour aujourd'hui soir et puis demain midi. C'est celui qui arrive premier qui prépare. Et lui peut descendre à 16h, nous on descendu à 18h. Certaines bonnes volontés apportent souvent assistance à ces enfants livrés à eux-mêmes. Ces enfants me font très pitié. Donc ils sont obligés de venir chez moi ici, comme moi j'ai lumière ici, pour venir se débrouiller. C'est tout ce que moi je peux faire pour eux. Comme souvent les parents ne viennent pas, donc moi je les aide, je compte plus sur les parents quoi. Ils sont devenus comme mes petits frères, moi j'ai des enfants. Donc je ne peux pas voir un enfant souffrir, donc je fais en tout cas de ma manière et puis je suis à les enfants. Cette situation est générale pour la majorité des élèves des établissements secondaires de la sous-préfecture de Galébré. Mais elle l'est davantage pour Juan, albinos, élève en classe de 3e dans un établissement privé de Galébré. Elle vit seule, une situation qui accentue davantage sa vulnérabilité. Souvent quand il quitte l'école, il vient. C'est maintenant que je vais préparer. Souvent, il arrête de préparer. Il prend mes cahiers, il m'a étudié parce qu'il voit qu'il fait trop tard. Là, c'est trop difficile pour moi, même à l'école. Je suis obligée d'approcher Kaila, mes yeux, pour que je vois. Moi, je voulais le mien pour étudier et j'ai besoin des verres. Ces conditions de vie ne favorisent pas de meilleurs rendements à l'école pour ces élèves. Leur moyenne oscille entre 7 et 12. Dominique Ouattara, un cœur en action, c'est un film consacré aux actions sociales de la première dame ivoirienne. Ce film documentaire de 26 minutes retrace 20 ans d'humanisme. Il a fait l'objet d'une caravane dans plusieurs localités du pays. Chris Diomandé et Franck Wadio. Dominique Ouattara, un cœur en action, le film documentaire réalisé par la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondassi, consacré à l'œuvre caritative de la première dame de Côte d'Ivoire depuis novembre 2017, a sillonné plusieurs villes du pays. À l'heure du bilan, plusieurs personnalités de couches sociales diverses sont distinguées. Une quinzaine de récipiendaires ayant œuvré dans les sillons de l'humanitaire, les récompensés. Une façon d'inviter à suivre l'exemple de la première dame. Je dis merci à maman Dominique. Toutes les femmes de l'Ouest disent merci. Tous les enfants de l'Ouest disent merci. C'est une dame au grand cœur. Moi, je suivais toutes ses actions. Donc, moi, je me retrouve en elle. Et je suis très fier aujourd'hui d'accompagner son film. Avoir le cœur dans la main, comme Dominique Ouattara. Ces acteurs de développement présents adhèrent au message. C'est grâce à elle que toutes ces actions-là ont été démontrées. C'est à travers elle, en la suivant aussi, que nous posons nos actes de bienfaisance. Ce film-là offre l'opportunité à toutes les contrées du pays d'avoir une idée de l'action et surtout de la générosité de Madame la Première Dame. Toute la Côte d'Ivoire est ouverte et au-delà de la Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, à travers la Fondation Children of Africa, apporte de l'appui, de l'aide aux enfants et aux femmes de Côte d'Ivoire et ailleurs. Le film documentaire de 26 minutes est constitué de témoignages et d'images fortes. Femmes, enfants, couches fragiles, une initiative jugée satisfaisante. Quand on voit des gens qui aujourd'hui coulent des larmes, des gens qui sont touchés véritablement par les actions de la Première Dame, il faut encore partager ce message aux gens en continuant la caravane. Dominique Ouattara, un cœur en action. Le film documentaire reprendra bientôt le tour des cités. L'étape 2
pour mettre encore en lumière les actions de la présidente des Children of Africa qui fêtera en mars prochain ses 20 ans. Le Fonds des Nations Unies pour la population offre du matériel à l'ordre des sages-femmes et maïeuticiens. Il est tout d'abord question d'améliorer leurs conditions de travail. Engender Health leur a aussi remis du matériel de santé destiné à la formation et au coaching des prestataires dans le cadre du planning familial. Les préliminaires du dialogue intertogolais reprennent ce vendredi à Lomé. Depuis l'ouverture des discussions, 41 personnes ont pu bénéficier de la grâce présidentielle et recouvrer la liberté. D'autres mesures, selon la coalition de l'opposition, sont encore en suspens. 414 millions d'euros, soit plus de 270 milliards de francs CFA, mobilisés à Bruxelles lors de la conférence donateur de la Commission européenne ce matin. Les 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens ont planché ensemble sur la mobilisation des fonds pour financer donc la force conjointe. Plus que le montant attendu, la Commission européenne s'en félicite. Riebi Olivier et Abou Sanogo. 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont pris part ce vendredi à Bruxelles, en Belgique, à la conférence des donateurs pour la force du G5 Sahel. Cette conférence avait pour objectif de mobiliser au moins 300 millions d'euros, soit plus de 196 milliards de francs CFA, en vue du financement de la première année d'opérationnalisation de la force conjointe antiterroriste. Un objectif largement atteint, puisque la communauté internationale a annoncé un soutien de 414 millions d'euros à la force conjointe du G5 Sahel, soit plus de 275 milliards de francs CFA. Ça va bien au-delà des attentes initiales, grâce à une mobilisation énorme de la part pas seulement de l'Union européenne et des États membres, mais aussi des autres partenaires internationaux. L'Union européenne participe pour près de la moitié à ce financement de la force militaire du G5 Sahel, censée devenir pleinement opérationnelle en milieu d'année et dont la mission est de lutter contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel. Avec les soutiens des 40 pays représentés, les organisateurs de la conférence devraient rapidement se féliciter d'avoir atteint leurs objectifs. Bien que satisfaits de la mobilisation des ressources, les pays du Sahel souhaitent la mise en place d'un mécanisme durable sur la question du financement, vu que la lutte contre le terrorisme est un combat continu. La force sous-régionale de lutte contre les djihadistes dans le Sahel comprend 7 bataillons forts de 650 hommes chacun et réunissant des forces issues des 5 pays de la région, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. C'était un commentaire signé Gabriel Zani. En sport football, la finale de l'édition 2018 de la Coupe des Nations des Dames de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines oppose demain samedi les équipes de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ces 2 pays ont été les vainqueurs des demi-finales disputées mercredi. La Côte d'Ivoire a battu le Mali par 2-0 et le Ghana, en seconde affiche, a eu raison du Nigeria au terme des tirs au but 6-5. La rencontre va se jouer à 18 h au stade Robert Champroux de Marcory demain. Une page sombre dans cette édition. L'ancien député maire de la ville de Grand-Laou, Dja Jean, décédé le 13 janvier dernier, a été honoré par sa famille politique ce vendredi. Piquet d'honneur à l'Assemblée nationale après la levée de corps. Ensuite, le tout dernier hommage à la maison du PDCI RDA. Ahmed Traoré, Gabriel Zani. Le moment était solennel. La musique distillait des messages en honneur de Jean Gomijan, désormais ex-député maire de la commune de Grand-Laou, rappelé à Dieu le samedi 13 janvier dernier. Je voudrais, en ce moment, où, étreint par la douleur et dans le flot larmoyant de nos yeux, me réjouir de votre présence réconfortante autour de nous, autour de la famille, autour de l'Assemblée nationale qui perd un de ses plus valeureux et bien certainement aussi un de ses plus heureux membres. Selon les témoignages recueillis, il œuvrait de son vivant au rassemblement et à la cohésion sociale. Outre le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, toute la classe politique a tenu à lui rendre un dernier hommage.
C'est vrai que je suis le député de Tengrela, mais mes parents sont nés à Grand Laou. Donc j'ai vécu avec le député, je le connais, et très bien, je le connais. En tant que député de Grand Laou, voilà quelqu'un qui a contribué à mon élection de 2011 et de 2016. Nous sommes tristes, nous sommes abattus, parce que nous avons perdu un frère, un ami, un collègue. C'est d'ailleurs ce que vous constatez ici ce matin à l'Assemblée nationale. Nous sommes là pour lui rendre un dernier hommage. L'ex-député maire Diajan sera inhumé le samedi 24 février à Djegbenou, dans la commune de Grand Laou. C'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine à tous sur RTI 1.